ce qui est important, c'est de la regarder, la planète. De la regarder bien. They lied to us, and that they knew what was going on all along. We're engaged in a long ideological struggle between the forces of moderation and liberty versus the forces of destruction and extremism. أتوجه بحديث اليوم لإخواني المسلمين في كابول الذين عاشوا الأحداث المريرة أمس. شاهدوا بهم لأعينهم دليلا جديدا على إجرام القوات الأمريكية ضد الشعب الأفغاني. Here is where the future in the early 21st century of the world's security is going to be played out. Bonsoir et bienvenue à Kaboul, la capitale de l'Afghanistan. L'Afghanistan ne fait plus la une de l'actualité en France, à tort sans doute, car ce pays est au cœur d'une guerre sans merci qui peut être dangereuse pour la paix dans le monde. Un conflit oublié alors qu'une force internationale de 60 000 hommes y est déployée, que des milliards de dollars y sont déversés et que la France compte sur place environ 2000 soldats qu'elle envisage bientôt de renforcer. Européens et Américains ont pourtant un problème ici. Ils sont venus reconstruire, aider une jeune démocratie et ils se retrouvent à faire la guerre avec des insurgés islamistes. Une guerre presque aussi meurtrière qu'en Irak. Alors, comment en est-on arrivé là ? Doit-on rester en Afghanistan ? Pour quelle mission ? Faut-il mourir pour Kaboul ? C'est le 20e numéro d'Un œil sur la planète. Les soldats de la force internationale étaient venus traquer Ben Laden et sécuriser la jeune démocratie afghane. Ils se retrouvent aujourd'hui dans une guerre sanglante face à l'insurrection islamiste. Les dommages collatéraux sont inévitables. Plongée impressionnante dans le bourbier afghan. La guerre cachée. Document. Si vous aidez les talibans, nous le saurons. Et nous vous tuerons aussi. Selon la communauté internationale, la paix passera par la reconstruction économique du pays. Des milliards d'euros ont déjà été injectés. Écoles, routes, hôpitaux, l'Afghanistan change, mais les progrès sont trop lents. Quels sont les obstacles à la reconstruction du pays ? Réponse dans notre reportage. Je suis certain que dans un proche avenir, ce pays se transformera en or. Toute entreprise qui commence aujourd'hui un business ici aura sa part du gâteau. Les talibans, ils sont loin d'être vaincus. Dans les zones tribales du Pakistan, ils trouvent armes, financements et recrues pour continuer le djihad contre ce qu'ils appellent les croisés de l'Occident. Enquête exclusive au pays des talibans. On veut juste vivre sous la loi du Coran. Si les États-Unis, l'Afghanistan ou le Pakistan veulent nous arrêter, on ne les écoutera pas. On est libre de faire ce qu'on veut et on se battra jusqu'au bout. Et la France dans tout ça ? Près de 2000 soldats français servent en Afghanistan. Ils sont là pour former l'armée afghane qui dans le futur devra assurer seule la sécurité du pays. Mais cela prend plus de temps que prévu. Et les Américains poussent la France à s'engager plus. L'armée française évitera-t-elle l'engrenage ? Dossier. Les soldats français, l'armée française, sur ordre de ses politiques, acceptent le risque du combat. Afghanistan.
L'Afghanistan a une histoire et une géographie complexes. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs si ce pays, souvent envahi, n'a jamais finalement été colonisé. Alors, pour mieux comprendre, voici quelques clés indispensables. Au cœur de l'Asie centrale, l'Afghanistan occupe une position stratégique, de tout temps convoitée par ses puissants voisins. La Perse à l'ouest, les Ouzbeks puis les Russes au nord, les Indiens au sud, puis les Britanniques, qui y ont subi de cuisantes défaites à l'époque du Grand Jeu. L'Afghanistan est un pays plus grand que la France. C'est un territoire aride, composé à 85% de montagnes. La population est de 29 millions d'habitants, divisée en 19 groupes ethniques. Les plus nombreux sont les Pashtuns, qui représentent 40% de la population et dont les tribus se retrouvent aussi au Pakistan, de l'autre côté de la frontière. Les mouvements extrémistes religieux ont transformé en bastion les zones tribales de la province frontière, au nord-ouest du Pakistan. Les images que vous allez découvrir maintenant n'ont jamais été diffusées en France. Ce sont celles tournées par nos confrères britanniques, américains, canadiens, australiens dans le sillage des soldats de leur pays. Des soldats sous pression, sous le feu d'une guérilla islamiste de mieux en mieux organisée. L'année 2007 a été la plus meurtrière à la fois pour la coalition internationale et pour les Afghans. Voici le récit d'un conflit oublié par Christophe Weber. Ford 100, down 25. Ford 75, down 20. Wait! Go! Bon, on va avoir des missions de vol plus fréquentes. Ça va devenir plus dur. Vous allez en chier. Ça va être craignos. Il y en a peut-être qui se sentent fatigués, mais moi aussi, je vous garantis que je suis fatigué. Complètement crevé. Voilà l'enjeu. Maintenant, vous êtes vraiment dedans. Maintenant, faut me dire si vous en êtes. C'est pas une aventure, les gars. Ici, on fait pas semblant de mourir. Et quand on meurt, on fait dans le problème à long terme. Les Américains appellent ça du déjà vu. C'est étonnant comme ces images rappellent la guerre du Vietnam. Balais d'hélicos, les boys qui débarquent en pays hostile pour une mission à durée indéterminée, sans garantie de résultat. Good morning, Afghanistan! Oui, bonjour et bienvenue en Afghanistan. Mais pour y faire quoi? En sautant à pieds joints dans ce pays considéré comme un sanctuaire du terrorisme islamique après les attentats du 11 septembre, l'Amérique a entraîné une quarantaine de pays dans son sillage. 60 000 soldats étrangers sont désormais présents sur place, afin de contrôler un pays bien plus grand que la France. Une véritable coalition, baptisée Force internationale d'assistance à la sécurité, ISAF. Un bien beau sigle qui masque un mot. Guerre. Une guerre qui n'en finit pas de grandir. Pour quels objectifs? Au début, il fallait capturer ou tuer Ben Laden, détruire les bases d'Al-Qaïda et renverser le régime des talibans. Mais aujourd'hui, plus de 6 ans après le début de l'intervention américaine, Ben Laden court toujours et les talibans sont encore là. Un ennemi omniprésent, mais quasiment invisible. Parfois, on arrive à l'entendre. Ils disent qu'ils sont sur les collines, qu'ils descendent et qu'ils prennent position dans les vergers autour de nous. Ils sont derrière nous ou devant, j'en ai aucune idée.
Dans le sud du pays, les talibans se sentent suffisamment forts pour narguer cette unité américaine. T'as autre chose? Ils ont changé de canal, ils disent Hé, l'ennemi, tu m'écoutes? Tu m'écoutes? J'ai pas répondu. Ne leur réponds pas. Alors, on ratisse. Village par village, maison par maison. Nous sommes ici pour trouver les talibans et les tuer. Si vous aidez les talibans, nous le saurons. Et nous vous tuerons aussi. Un message et une façon de parler qui doivent beaucoup plaire aux chefs de village et de tribus. Le ratissage continue. Nouvel accrochage. Les para-américains se font de nouveau allumer. Le tireur va avoir droit au mortier et à une sympathique dédicace. Au final, 2 hommes du secteur sont embarqués par les forces américaines. Quelques explications sont quand même données à la mère d'un des suspects. S'il n'est pas un taliban, on le ramènera par le prochain hélicoptère, avec de la nourriture. J'ai des photos à la base des talibans qu'on recherche. Il a le même nom que l'un d'entre eux. S'il n'est pas l'homme sur la photo, je le ramène. Si c'est lui, il restera prisonnier aux États-Unis. J'ai 2 enfants. Nous les traiterons comme je traite mes propres enfants. Fin de l'opération, on ne connaîtra pas le sort réservé à ces 2 pseudo-talibans. Good morning, Afghanistan! Ouais, bonjour le merdier surtout. Peur d'un pays qu'on n'arrive pas à pacifier, à contrôler. Méfiance et agressivité permanente vis-à-vis d'une population qu'il faut en même temps rassurer. Car selon les responsables politiques et militaires de la coalition, il n'y a pas de victoire possible sans le soutien de la population. Un seul mot d'ordre, gagner les cœurs et les esprits. Alors, les militaires font aussi de l'humanitaire. C'est le boulot des équipes de reconstruction des provinces, les PRT. Nous faisons des opérations civiles et militaires dans cette zone afin, comme on dit, de gagner les cœurs et les esprits des gens. Les convaincre que la coalition est là en ami, pour les aider à reconstruire. Pendant que les ingénieurs continuent à reconstruire les centres urbains, nous, les PRT, nous sommes là dans les villages pour expliquer notre mission aux locaux. Et pour leur dire que nous assurons le retour du gouvernement afghan dans la région. On a un barrage endommagé, on aimerait que vous en fassiez un et que vous nous construisiez un système d'irrigation. Nous avons aussi besoin d'une clinique pour nos malades. Nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes tout de suite. Le gouvernement ne peut pas résoudre tous les problèmes à court terme, mais le gouvernement y travaille dur. Tout le problème est là. Question humanitaire, il faut faire vite. Mais comment agir efficacement dans un tel contexte? Le pays est loin d'être sécurisé. Illustration d'une mission quasi impossible avec cette unité canadienne basée au sud de l'Afghanistan, dans la région de Kandahar, un des sanctuaires des talibans. Dans leur fortin, les soldats vérifient que les pompes à eau destinées au village alentour fonctionnent. Elles ne fonctionnent pas. Un problème de bougie. Et pour en trouver, il va falloir se rendre au prochain village. La zone a déjà eu son lot d'attentats suicides et d'explosions de mines.
Arrivés au village, les militaires sont sur les dents. Chaque véhicule, chaque habitant est une bombe en puissance. Difficile dans ces conditions de gagner les cœurs et les esprits. Larry, allume ta radio et appelle la compagnie, un responsable. Dis-lui d'aller à Kandahar. J'ai vraiment pas envie de faire du shopping ou du putain de tourisme ici. On ressemble à du gibier. La compagnie peut pas nous envoyer quelqu'un en ville chercher cette putain de pièce. Y a pas un service au PRT pour s'en occuper? Dès qu'on est arrêté, on est vulnérable. Voilà le problème. Il n'y a rien ici pour acheter ce genre de pièces. Il faut trouver un endroit à Kandahar pour ce genre de pièces. Sir, vous êtes là? Eh merde, putain de matériel de merde. La mission est écourtée, trop de risques encourus pour une histoire de bougies et de pompes à eau. Pour la plupart de ces militaires, la priorité c'est la guerre, l'humanitaire, une mascarade. On va leur réparer leur pompe à eau alors? Exactement. En quoi ça va les aider? Notre boulot, c'est la reconstruction. Je suis là pour ça. Je comprends aussi votre point de vue. Je sais à qui vous avez affaire, les talibans, que vous essayez de comprendre les gens du coin, mais que vous ne faites confiance à personne. Mais juste venir ici, dire que ce sont tous des talibans, qui peuvent tous crever. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Faut bien se comporter ici, comprendre dans quelle situation on est. Quand elle dit ça, elle parle des Américains. On tire d'abord, on pose les questions ensuite. Mais nous, les Canadiens, comme tu dis, on essaye d'avoir plus de jugeote. On paie cash pour ces programmes de travaux. On fait dans le court terme, on aide l'économie locale, on leur fournit de quoi s'en sortir par eux-mêmes. En quoi ça les aide? Les talibans ont chopé des jeunes camionneurs, les ont massacrés devant tout le monde. C'est plutôt moche. Couper les têtes des villageois quand on aura levé le camp, je suis sûr que c'est ce qui va se passer. Il y a des mecs qui vont y laisser leur tête. Je n'ai aucun doute là-dessus, c'est pour ça qu'il va y avoir un exode massif. Et alors, c'est pas moche ça? Ces militaires donnent l'impression d'être à l'image de leur camp, paumés, au milieu de nulle part, cernés par les talibans. Alors, quand on repère des silhouettes suspectes, pas d'état d'âme. Étaient-ce vraiment des talibans? Y avait-il vraiment menace? Y a-t-il eu des victimes? Mystère. Mystère également sur ce fantôme que les forces spéciales américaines, qui partagent cette base avec les Canadiens, viennent de capturer. Sauf que cette capture d'un hypothétique taliban va poser un problème à leurs alliés canadiens. L'homme est issu d'un des villages sous leur protection. Dimanche, à 11h, des médecins vont venir pour tous ceux qui sont malades ou ont besoin d'une consultation. Il y aura aussi un dentiste. Il demande si vous pouvez l'aider à libérer l'homme que les forces spéciales américaines ont embarqué. Il dit que vous pouvez le faire. Nous pouvons obtenir des informations, savoir s'il va bien, vous dire où ils l'ont emmené. Mais pour sa libération, ce n'est pas de notre ressort. Il s'agit des forces spéciales américaines. On n'a rien à voir avec eux. Des semaines ou des mois d'efforts peut être réduits à néant. Comment concilier les exigences d'une guerre et celles de l'humanitaire? Gagner les cœurs et les esprits d'une population cajolée un jour et piétinée le lendemain. Good morning, Afghanistan! Bienvenue au pays de toutes les foirades. La culture du pavot ne s'est jamais aussi bien portée depuis l'intervention américaine. L'Afghanistan a plus que doublé sa production d'opium
Il fournirait aujourd'hui 93% de la production mondiale d'héroïne. La province du Helmand est considérée comme la principale zone de production et une des régions les plus insoumises, car l'argent de la drogue finance les factions rebelles. Un territoire dévolu aux Britanniques, qui déploient en Afghanistan près de 8000 soldats, une de leurs plus importantes opérations militaires depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce jour-là, pour cette unité de grenadiers, il s'agit de reconquérir un village d'une vallée aux mains des talibans. Pour cette mission, les Britanniques sont accompagnés de soldats de la nouvelle armée afghane, qui sont censés prendre la relève des Britanniques après leur départ. On va essayer de supprimer l'ennemi dans le secteur. Terminé. On y va. Mets-les en ligne. Les Britanniques demandent une première frappe aérienne. Mais elle rate son objectif. Ils ont lâché une bombe et j'ai 6 gars qui y sont restés. Mais qu'est-ce que foutent ces putains d'anglais? Ils me filent mal à la tronche. Ils sont en train de tuer mes hommes. La progression est difficile. Les talibans se défendent avec acharnement. Une deuxième frappe aérienne est alors demandée. Allô, Alpha. Ambre 6 pour Alpha. Les tirs sur ma position sont importants. On est à 60 secondes de la frappe aérienne. De Charlie à Charlie 1. 30 secondes avant la frappe. Ça leur a coupé le sifflet. Belle frappe aérienne, mais encore à côté. La bombe est tombée sur une habitation. Il n'y aurait heureusement aucune victime civile à déplorer. J'ai dirigé cette attaque. J'ai demandé la frappe. La responsabilité m'incombe. Dans ce cas précis, j'ai beaucoup de chance qu'il n'y ait pas eu de victimes civiles. Mais c'est ça le combat. En 2007, la coalition a perdu plus de 200 soldats, mais il y a eu près de 6000 Afghans tués, dont 1500 civils. Des civils pour beaucoup victimes de ce qu'on appelle pudiquement des dommages collatéraux. Alors, parfois, la colère de la population explose. Trop d'innocents tués, mais aussi trop de destruction, trop de ratissage, de contrôles brutaux et humiliants des forces de la coalition. En mai 2007, la foule a mis à sac un poste gouvernemental. Il a fallu mettre en place un véritable système de compensation financière pour les familles de victimes, qu'il y ait blessures ou morts. Ce jour-là, ce sont les Britanniques qui doivent s'acquitter du prix d'un bain de sang. La vie pour moi n'a plus de sens, parce que j'ai perdu 27 membres de ma famille. Ma maison a été détruite. Tout ce que j'ai bâti pendant 70 ans a été détruit. La coalition propose jusqu'à 1 400 € pour chaque victime. Une fortune en Afghanistan, mais une somme évidemment dérisoire par rapport au traumatisme des proches. En Afghanistan comme ailleurs, le chagrin et le pardon ne s'achètent pas. Si les Américains reviennent, nous fouillent et fouillent nos enfants, je jure sur le Coran que par cet enfant je leur ferai face. Je les combattrai. Mort à l'Amérique.
Mort à l'Amérique, qui a tué mon fils? J'ai tout perdu. Ma vie ne rime plus à rien. L'hostilité de la population grandit. Un immense gâchis quand on se rappelle des raisons de l'engagement militaire en Afghanistan. « 11 septembre 2001, l'opération Suicide est planifiée depuis les camps d'entraînement afghans par Oussama Ben Laden, alors hébergé par ses amis talibans au pouvoir. George Bush, soutenu par toute la communauté internationale, décide d'intervenir militairement pour chasser du pays talibans et Al-Qaïda. Les grandes puissances choisissent alors de reconstruire un pays ruiné par la guerre. Et Hamid Karzai devient le premier président démocratiquement élu du nouvel Afghanistan. Pour pacifier l'Afghanistan, il faut reconstruire. C'est le pari de la communauté internationale et c'est loin d'être gagné. Car si des choses se sont améliorées, comme la santé et l'école, les conditions de vie des Afghans n'ont pas vraiment changé. Et le sentiment d'insécurité gagne la population. Autant de problèmes imputés à la faiblesse du gouvernement. Reportage sur cette difficile reconstruction, Dorothée Cochard, Patrick Despy. Comme la plupart des enfants de Kaboul, Hussein, le vendredi, jour de repos, fait voler son cerf-volant. Un jeu d'adresse et de technique, en apparence anodin. Mais les talibans l'avaient interdit. Jouer au cerf-volant nuisait à l'étude du Coran. Avec la chute de leur régime, les cerfs-volants ont réapparu. Et c'est un peu le symbole de la reconstruction. Celle d'une ville détruite par plus de 20 ans de guerre. De nouveau, chaque vendredi, les cerfs-volants flottent dans le ciel de Kaboul. Kaboul se reconstruit. En 5 ans, plus de 6000 sociétés nouvelles se sont installées dans le pays. Elles ont investi plus de 3 milliards d'euros. L'Afghanistan connaît depuis 6 ans une croissance à 2 chiffres, ce qui en fait le marché le plus florissant d'Asie centrale. 4 compagnies d'aviation, 4 opérateurs de téléphonie mobile, 8 chaînes de télévision et des programmations à l'occidentale. Une Star Academy afghane, des jeux télévisés et même un top 50. C'est l'un des nouveaux visages de l'Afghanistan. Il y a 5 ans, des Français sont même venus monter leur entreprise de publicité à Kaboul. Reconstruire un pays, mon ami, c'est pas facile tous les jours. Petit problème sur le tournage d'un spot pour de la téléphonie mobile. L'actrice ne manie pas bien le pachtou, c'est l'une des 2 langues du pays. Évidemment, ça inquiète les responsables. À Kaboul comme à Paris, l'univers publicitaire est impitoyable. Ça arrive de temps en temps. Mais c'est pas très grave, tout est assez flexible en Afghanistan, donc hop, on peut changer l'actrice en 15 minutes, on aura quelqu'un d'autre. L'entreprise compte aujourd'hui 160 salariés et elle est le leader de son marché. On s'imagine, vu de France, que l'Afghan, c'est quelqu'un qui a une jambe, qui mendie et qui est un cultivateur de drogue, voire un brigand.
Et en fait, il y a tout un pan de la société afghane qui est complètement occulté, qui est qu'il y a quand même un pays qui, même s'il a ses problèmes de sécurité, continue à marcher tant bien que mal. Il est un homme qui incarne parfaitement ce pan de la société afghane. C'est Monsieur Safi. Fils d'un homme d'affaires afghan fortuné et expatrié, il a décidé de réinvestir la fortune familiale en Afghanistan. Il vient notamment de créer sa propre compagnie d'aviation, Safi Airways. Regardez la carte de l'Afghanistan. Il n'y a pas de port. Je suis convaincu que le secteur aérien est un secteur très porteur pour l'avenir. Les rues de Kaboul sont encore marquées par les combats. Mais dans sa voiture avec chauffeur, placée sous bonne escorte, comme il se doit, le millionnaire voit surtout le chemin parcouru. Il y a encore 4 ans, il y avait des combats partout dans la rue. On ne pouvait pas sortir. Regardez maintenant toutes ces routes. Elles étaient impraticables, maintenant elles sont belles. Monsieur Safi est un optimiste. Un optimiste forcené. Il a déjà investi dans la construction, l'huile alimentaire, le négoce d'acier et, dernier petit joyau de ce qui est déjà un empire, dans l'hôtellerie. Un hôtel lustré, une centaine de chambres, un ascenseur à suspension hydraulique, un centre commercial intérieur, 90 boutiques très bien approvisionnées et un café mixte, impensable du temps des talibans, rapidement devenu le top de la branchitude pour la jeunesse de Kaboul. Pour l'instant, M. Safi n'est pas encore bénéficiaire, mais ça ne l'inquiète nullement. Dans un premier temps, vous investissez. Ensuite, 2 ou 3 ans plus tard, vous retirez les marrons du feu. Je suis certain que dans un proche avenir, ce pays se transformera en or. Toute entreprise qui commence aujourd'hui un business ici aura sa part du gâteau. L'Afghanistan ou la poule aux œufs d'or. Mais la poule a du plomb dans l'aile. Depuis quelques mois, la situation sécuritaire du pays s'est dégradée. Les enlèvements d'étrangers se multiplient. Les humanitaires deviennent des cibles. Et les attentats changent de nature. Au début de l'année, l'attaque de l'hôtel Serena. Situé à 2 pas du palais présidentiel, l'hôtel de luxe était réputé pour être le mieux gardé de Kaboul. 7 morts, dont 3 étrangers. Les terroristes frappent désormais où ils le veulent. Ils visent maintenant les civils. Et un communiqué taliban le promet. Dorénavant, ils cibleront les restaurants fréquentés par la communauté internationale. Le climat de Kaboul a changé. La communauté internationale se terre. Ce restaurant branché, tenu par un Français, où l'on boit sans vergogne le vin interdit aux consommateurs afghans, a dû fermer plusieurs jours. On savait que ce serait un investissement à risque ici, qu'il y aurait des hauts et des bas. Il y a eu des bas dans le passé, il y a eu des kidnappings pas très loin d'ici, etc. Si ça devait se reproduire, je pense que tout le monde ferait la même estimation que moi. C'est que ceux qui sont là pour vivre dans un pays à peu près normal, comme ça a été le cas jusqu'à maintenant, partiront. Quel Afghanistan restera-t-il si les investisseurs partent ? Hussein, l'enfant au cerf-volant, va chercher de l'eau. Mais à moins 20 degrés, il convient d'être patient. Comme les 3/4 des habitants de Kaboul, la famille n'a pas l'eau courante. Il faut donc traverser le cimetière pour rapporter l'eau à la maison. Et comme elle n'est pas potable, il faudra la faire bouillir une bonne vingtaine de minutes. Le père de Hussein fabrique des cerfs-volants, comme son père autrefois, comme le père de son père, et Inch'Allah, comme Hussein plus tard. Car c'est un bon métier,
qui paye bien, même si on n'a pas retrouvé le niveau de vie d'avant-guerre. Aujourd'hui, avec 200 Afghanis, on achète à peine 1 kilo de viande. Avant, on pouvait payer le mariage de 4 filles. Le confort que l'on a connu avant-guerre, on ne le retrouvera jamais, même pas en rêve. Aga a l'électricité, mais seulement 4 heures toutes les 2 nuits. À Kaboul, les pannes d'électricité sont très fréquentes. Pour les particuliers, pour les entreprises, pour les hôpitaux. Tous ceux qui ont les moyens ont dû investir dans des groupes électrogènes. La lumière est un luxe. Pourquoi n'y a-t-il toujours pas d'électricité à Kaboul? Pour comprendre, il faut emprunter la route de l'Est, vers Jalalabad. C'est une route toute neuve, refaite l'année dernière par une entreprise chinoise. Mais la chaussée construite est étroite, les bas-côtés bâclés. Le moindre accident interrompt la circulation et les heures défilent. On est arrivé à 2h du matin et ça fait 8 heures qu'on est bloqué. L'énergie produite en Afghanistan est quasi exclusivement hydroélectrique. 3 centrales alimentent tant bien que mal la capitale. Mais 7 ans après la chute des talibans, les centrales ne sont pas encore tout à fait opérationnelles. Ce matin, sur le site de Mohipar, on est en train de réparer une des 3 turbines. Elle est en panne depuis 2 jours. Les machines, comme les hommes, ont vieilli. Les installations datent de 1967. Et pendant la guerre, personne ne les a réparées, ni même entretenues. Et puis quand on a eu le contrat de rénovation, il a d'abord fallu déminer toute la zone. Et une fois que l'on a eu en main le certificat de déminage, on a dû trouver les pièces de rechange. Enfin, il a fallu construire des baraquements pour tout le personnel. Il n'y avait rien sur place. Les centrales s'arrêtent de fonctionner plusieurs mois par an, après la fonte des neiges. Et même quand elles fonctionnent, elles ne sont pas suffisantes, car elles ont été construites pour combler les besoins du Kaboul des années 60, c'est-à-dire un Kaboul de 700 000 habitants. Il y en a aujourd'hui 4 millions. Même à plein régime, les turbines ne fournissent pas 10% de l'électricité dont la capitale a besoin. C'est ce que confient les ingénieurs allemands. Ce sont eux qui chapeautent la réparation des centrales, et les pannes ne sont pas leur seule contrainte. On a dû prendre des gardes parce que le pays est dangereux. On a reçu de sérieuses mises en garde. On sait qu'il y a des attaques ou des enlèvements qui se préparent. On est obligé de veiller à notre propre sécurité. Et cette sécurité a un coût. Elle engloutirait plus du tiers du budget alloué par la communauté internationale. Mais la sécurité n'est pas le seul mal qui gangrène la reconstruction du pays. Retour à Kaboul. Pour les journalistes aussi, la tension sécuritaire est palpable. Coupez votre caméra. Nous sommes de la police. Vous travaillez pour quelle chaîne? Tolo TV. Allez, dégagez. On ne veut pas d'attroupement ici. Massoud Kiam n'est pas n'importe quel journaliste. C'est l'enquêteur vedette de la chaîne privée Tolo TV. Chaque vendredi, il aborde les sujets qui fâchent. Monsieur anti-langue de bois, en quelque sorte. Et il dénonce. La communauté internationale a investi 10 milliards d'euros en 6 ans. Cet argent a-t-il vraiment été consacré à la reconstruction? Pourquoi n'y a-t-il pas plus de développement? Pourquoi l'homme de la rue reste-t-il pauvre?
Il n'y a pas que l'insécurité qui menace la reconstruction du pays. Il y a aussi les problèmes de corruption. Il y a de la corruption dans tous les services publics ici, y compris dans la justice. Aujourd'hui, si un entrepreneur veut investir, avant de penser à l'intérêt du pays, il doit d'abord penser à celui de la personne qui doit lui donner l'autorisation. Ce genre de problème freine la reconstruction de l'Afghanistan. Sa chaîne Tolo TV n'hésite pas à dénoncer cette corruption à l'antenne, notamment dans des programmes satiriques particulièrement populaires dans le pays. À Kaboul, il y a même un quartier rebaptisé le quartier des voleurs. On n'y rencontre aucun bandit de grand chemin, non, mais des militaires ou des officiels de haut rang, dont les jolies villas correspondent peu à leurs modestes revenus. Parmi eux d'ailleurs le chef du bureau anticorruption, le 3e en 4 ans. La corruption s'élèverait à plus de 250 millions d'euros par an. Argent de pots de vin pour des contrats de construction et aussi argent de la drogue. À l'autre bout de la ville, loin des murs tape à l'œil, la façade criblée de l'ancien centre culturel soviétique. C'est un autre genre de culture que l'on y consomme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a de l'héroïne partout. On ne s'en cache même pas. Il suffit d'avoir un peu d'argent. « 4 € le gramme. Rien du tout. L'opium a toujours existé en Afghanistan, mais pas l'héroïne. Depuis la chute des talibans, non seulement la production de pavots a triplé, mais les laboratoires de fabrication d'héroïne, autrefois à l'étranger, sont maintenant en Afghanistan même. Je vous jure devant Dieu qu'avant l'arrivée des Américains et la mise en place du gouvernement de Karzai, on ne connaissait pas l'héroïne. Trafic de drogue, corruption, insécurité. Est-ce cela l'autre visage du nouvel Afghanistan ? Aga se raccroche à ses traditions, à sa morale. Il ne remet pas en cause pour autant la présence des étrangers, mais il critique les effets pervers du système. C'est impossible que tous ces gens avec des 4x4 et des immeubles à 18 étages aient les mains propres. Pour moi, on doit gagner sa vie honnêtement, en respectant la volonté de Dieu. On doit garder notre fierté. Ses fils font la prière 5 fois par jour, sans exception. Aga y tient, et ses 2 épouses aussi. Seule la femme de l'équipe de tournage a été autorisée à les filmer. Ici, on refuse l'occidentalisation des mœurs de la société. Pour nous, il n'y a que la religion islamique qui soit solide. Nous ne voulons pas que nos enfants vivent comme les Occidentaux. Les Occidentaux, ils peuvent vivre comme ils le souhaitent chez eux. Mais ici, on vit selon l'islam. On n'acceptera pas les traditions occidentales. Le vendredi, au pied de la colline au cerf-volant, il est un dernier symbole du renouveau du pays. Le buzkashi. Le sport national afghan. Pour la première année, Kaboul a réussi à reconstituer une équipe complète. Au buzkashi, de puissants cavaliers se disputent le corps d'une chèvre.
Tous les coups sont permis. Comme ces cavaliers, leurs chèvres, des forces opposées se disputent l'Afghanistan. Quel camp l'emportera? Au prix de quel effort? Ou de quel mauvais coup? Dans cette école militaire, on enseigne le français. C'est toute l'élite d'un pays qu'il faut former après des années de guerre. C'est ce qui a motivé une franco-afghane qui a fait le pari du retour. Et en Afghanistan, est-ce qu'on peut boire des boissons alcoolisées? Non. Non, on n'a pas. Pourquoi non? Non, on ne boit pas. Il a raison. En Afghanistan, c'est de l'eau, du thé ou jus de fruits. Voilà. En fait, pour mes élèves, je représente l'Afghan qui a grandi en fait en Occident, en Europe. Donc, peut-être que je peux me permettre de ne pas porter le voile. Mais les premières réactions n'ont jamais été négatives ou surprises? On m'a conseillé de le porter peut-être au début, et puis petit à petit de l'enlever. Et je me suis dit non, il vaut mieux. Je ne porte pas le voile en France, pourquoi je le porterai en Afghanistan? Et puis il y a très très longtemps aussi que même dans ma famille ici, on voit les photos de ma grand-mère ou de ma maman qui ne le portaient pas. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, je pense que le port du voile n'est pas obligatoire en Afghanistan. Ça a évolué sur ce plan-là? Vous trouvez que les femmes sont plus libres, par exemple? Ah oui, tout à fait. Déjà, le fait de pouvoir aller à l'école, de travailler et de s'exprimer ouvertement, donc oui, ça a beaucoup évolué. Oui, je pense qu'il y a un grand changement quand même. Mais malheureusement, sur le plan économique, ça n'a rien donné. Il faut dire que quand même la pauvreté existe. Vous voyez des enfants qui mendient toujours dans les rues et des réfugiés qui reviennent de l'Iran ou du Pakistan. Et ils n'ont pas de maison, ils savent pas où aller, où se loger. Donc il y a cela aussi et puis on nous parle aussi de l'aide internationale qui arrive, mais on ne sait pas où ça va. Donc voilà, et la population est vraiment mécontente. Vous trouvez que le gouvernement aujourd'hui est insuffisant dans sa politique? Quand dans un pays vous n'assumez pas sur le plan économique et sécurité, après c'est très difficile quand même de gérer un pays. Et donc les gens se tournent peut-être vers les talibans parce que le gouvernement n'est pas assez performant. La sécurité, vous savez, les gens ils pensent qu'ils peuvent l'avoir avec le retour des talibans. Et puis ils disent qu'il y avait moins de corruption quand même. Les Afghans auraient-ils déjà oublié? Sous la botte talibane, le stade de Kaboul n'accueillait pas seulement les rares compétitions sportives. C'était aussi souvent le lieu d'exécution publique. Ce jour-là, une femme, enveloppée dans sa burqa bleue, est exécutée par un taliban d'une balle dans la tête. Cette mère de 7 enfants n'a même pas eu le droit à un procès. Aujourd'hui, le stade est réservé aux seules compétitions sportives. Mais la page des talibans est loin d'être tournée. Bien au contraire, les héritiers des étudiants en religion sont toujours plus nombreux, mieux organisés, notamment depuis le Pakistan et les zones tribales où ils sont financés et soutenus pour conduire la guerre sainte contre ce qu'ils appellent les croisés de l'Occident, autrement dit les Européens et les Américains qui sont engagés ici en Afghanistan. Alors, qui sont ces nouveaux talibans? Voyez ce reportage exceptionnel d'Éric de la Varenne et de Nadia Blétry. Ces images de la frontière afghane, vous n'auriez jamais dû les voir. Elles ont été prises à Momande, une zone tribale interdite aux caméras occidentales,
comme toutes les zones tribales du Pakistan. Et pour cause, voilà ce qu'on y voit. Ici flotte le drapeau noir des talibans. Ce territoire échappe complètement au contrôle d'Islamabad. Ces talibans, nous avons pu les rencontrer. Ils règnent sur la frontière. Ils ont déclaré le djihad, la guerre sainte, en Afghanistan et au Pakistan. Je me bats avec 3500 talibans. Les jeunes de la région sont avec nous. Les habitants nous fournissent en armes. On a aussi récupéré des armes en Afghanistan, des armes de l'OTAN. Moi, par exemple, j'ai une arme américaine. On veut juste vivre sous la loi du Coran. Si les États-Unis, l'Afghanistan ou le Pakistan veulent nous arrêter, on ne les écoutera pas. On est libre de faire ce qu'on veut et on se battra jusqu'au bout. L'appel au djihad ne résonne pas qu'en zone tribale. À 1h30 à l'ouest d'Islamabad, la capitale pakistanaise, voici la madrasa Haqqaniya, où ont étudié des hommes comme Oussama Ben Laden et le Mollah Omar. Elle est toujours pleine. Bien sûr, dans cette école coranique, on apprend à prier. Et même le Coran par cœur, dès le plus jeune âge. Mais à la madrasa Haqqaniya, on apprend aussi un discours politique. Nous aimons notre pays et nos madrasas. Et nous détestons les Américains qui veulent les détruire. Alors on prie Dieu pour qu'il nous laisse tranquilles et surtout pour qu'il se convertisse à l'islam. Le responsable de la madrasa n'est pas content. Qui a choisi ce texte? Entre ses mains, un livre qui appelle au djihad contre l'Occident, mais apparemment, il y a des erreurs. Bon, faut encore faire des efforts. Et les textes doivent être plus clairs. 7 ans après le 11 septembre, la madrasa Haqqaniya reste une officine de propagande islamique prolifique. Elle publie des ouvrages destinés à l'édification du million d'étudiants en religion du Pakistan, les talibans. Tous ne deviendront pas djihadistes, mais dans cette école coranique, la plupart ont cette ambition. Il n'y a pas que des Pakistanais. On trouve aussi des étudiants étrangers d'Asie centrale et du Maghreb, attirés par la réputation de l'enseignement dispensé. Des cours bien particuliers. Allah n'aime pas les gens qui utilisent la force quand ce n'est pas nécessaire. Alors ces gens-là, tuez-les si vous les rencontrez. En Palestine et en Irak, les Américains ont mis le feu et maintenant, ils condamnent notre école. Sous prétexte que le Mollah Omar est venu étudier ici. On me demande si l'action des kamikazes est justifiée. Je répondrai que les avions américains tuent des innocents par centaines. Alors, si un kamikaze tue des soldats étrangers, où est le problème ? Parmi ces étudiants, certains seront peut-être demain kamikazes, d'autres à coup sûr djihadistes. D'ailleurs, dans cette école, il ne nous a pas fallu chercher bien loin pour trouver un combattant, un peu à l'écart. Il y a un mois, cet homme affrontait les Américains en Afghanistan. On n'a aucun problème pour traverser la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Tant que les Américains seront en Afghanistan, on continuera à se battre. Notre combat contre les Américains est déjà une victoire. Des talibans qui sont passés par cette madrasa, nous en avons retrouvé de l'autre côté de la frontière, en Afghanistan. Des petits groupes solidement implantés dans les provinces du Sud, des groupes indépendants, mais parfaitement coordonnés.
On reçoit nos ordres du Mollah Omar, qui est notre chef. Parfois par lettre, parfois par cassette ou par d'autres moyens. Oui, on est en contact avec lui, on reçoit nos instructions directement de lui. Dans le sud de l'Afghanistan, ces talibans bénéficient du soutien de la population. Il faut dire qu'elle n'a pas vraiment le choix devant les armes et la détermination de ses combattants. Des hommes jeunes, pour la plupart, qui rêvent de rétablir la charia dans tout le pays. Ils sont donc prêts à chasser les infidèles, les troupes occidentales, par tous les moyens. Nous combattons nos ennemis pour les défaire. Nous préparons des attaques sur les convois, des embuscades et des attentats suicides. Notre dernière opération s'est déroulée dans un village de ce district. On a attaqué un convoi de l'armée afghane et des forces américaines. On a détruit 5 camions de l'armée afghane, tué tous les soldats et on a détruit un véhicule blindé américain. On a aussi récupéré un camion militaire afghan. Comme en Irak, ces combattants islamistes filment désormais leurs actions. Le recrutement est facilité par ces DVD de propagande. Un comble quand on se rappelle que le régime taliban à Kaboul avait banni toute reproduction ou diffusion d'images. Mais nécessité fait loi. On a déjà gagné 2 guerres contre les Britanniques et contre les Soviétiques. Et on n'a pas gagné grâce à de meilleures armes ou à de l'équipement sophistiqué, mais grâce à notre foi. Et maintenant, c'est pareil. Avec l'aide d'Allah, avec notre foi, on gagnera cette guerre. Ces talibans sont issus de l'ethnie Pashtun, établie sur la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Ils appartiennent aux mêmes tribus, aux mêmes clans, aux mêmes familles. On nous l'a confirmé à Peshawar, l'une des grandes villes du Pakistan, à 1 heure de la frontière afghane. Ici, on est Pashtun de père en fils. Avant d'être afghan, avant d'être pakistanais. Les seules règles reconnues dans ces régions sont les valeurs pashtunes, comme l'honneur ou la fidélité. Pas de papier d'identité, pas de date de naissance non plus. On passe indistinctement d'un pays à l'autre, voire d'une nationalité à l'autre. Pour ces hommes, la frontière n'existe pas. La preuve avec ces camions qui viennent d'Afghanistan. Ils transportent une cargaison interdite. Des blocs de pierres bien particulières. Des pierres semi-précieuses qu'Ayoub l'Afghan fait venir régulièrement à Peshawar, côté pakistanais. Ayoub travaille non loin de la frontière et les pierres, c'est toute sa vie. Regarde ça. Tu choisis laquelle? Celle-là? On va en parler. 2 fois par an, le commerçant fait le trajet vers l'Afghanistan. Le passage de la frontière n'est pas un problème. Jamais un problème. À chaque barrage, on doit payer pour le transport des marchandises. On règle ça avec des bakchiches. C'est comme ça que ça marche. Et à chaque fois, on passe. Si l'on peut passer des blocs de pierre de plusieurs tonnes au nez et à la barbe des douaniers, il en va de même pour la drogue, les cargaisons d'armes ou même les combattants talibans. Une frontière poreuse, c'est ce qui a sauvé Oussama Ben Laden fin 2001. Chassé d'Afghanistan par les troupes américaines, le numéro 1 d'Al-Qaïda serait facilement passé au Pakistan, dans l'une des 7 zones tribales où le devoir d'hospitalité est sacré. Les talibans l'hébergent. Ils vont alors renforcer leurs liens avec Al-Qaïda, qui les finance. Un taliban qui combat en Afghanistan serait payé 3 fois plus qu'un militaire afghan. La zone compterait désormais plus de 20 000 combattants solidement armés.
Fin 2003, sur pression de Washington qui perd régulièrement des hommes en Afghanistan, Islamabad lance une opération militaire dans les zones tribales. Le but est de fermer la frontière, mais les talibans résistent. Des centaines de soldats pakistanais sont tués. Un véritable fiasco. Alors, début 2004, l'armée change de tactique. Et pas qu'un peu, une véritable volte-face. Regardez ces images exceptionnelles. On y voit les plus hauts gradés pakistanais fraterniser avec les chefs talibans. Les militaires vont même jusqu'à proclamer qu'ils sont les garants de leur sécurité. Après des semaines de combats et des centaines de morts, tout semble oublié. Selon l'accord de paix conclu ce jour-là, les militaires pakistanais peuvent rester en zone tribale, mais ils ne doivent pas sortir de leur caserne. Les talibans restent maîtres de la frontière, où Al-Qaïda a toujours son sanctuaire. Avec cet accord, Islamabad pensait avoir la paix sur son territoire. Pari raté. En restant l'arme au pied, les autorités pakistanaises ont laissé se développer un foyer de l'islamisme radical qui se répand désormais dans toutes les directions, en Afghanistan comme vers l'intérieur du Pakistan. C'est ce que le gouvernement découvre au printemps 2007, quand les talibans prennent le contrôle de la mosquée rouge à Islamabad, à 500 mètres du quartier des ministères. Devant l'édifice, on brûle tout ce qui rappelle l'Occident, livres, films, musique. Au cœur même de la capitale, la mosquée rouge devient un camp retranché, abritant plusieurs centaines d'islamistes radicaux qui souhaitent instaurer la charia. Une situation intolérable pour les autorités qui exigent le départ des talibans. Après plusieurs semaines de négociations vaines, l'armée donne l'assaut. Les combats durent une semaine. Bilan, une centaine de rebelles tués et un pays traumatisé. Après l'assaut de la mosquée rouge, les talibans entrent en guerre contre le gouvernement. En octobre 2007, ils prennent Swat, la vallée la plus touristique du pays. Sur place, ils tuent tous les représentants du gouvernement, les militaires, les policiers. Il faudra 2 mois et de rudes combats pour les déloger. Depuis, c'est la guerre totale. Bombes, attentats suicides et assassinats se multiplient dans tout le pays. Plus d'1 millier de victimes en 6 mois. Pour beaucoup, le Pakistan est au bord de la guerre civile. Alors la population s'interroge. Comment le gouvernement Musharraf a-t-il pu accepter une telle montée de l'extrémisme? N'a-t-il pas joué un double jeu? L'insécurité actuelle n'est-elle pas délibérée pour permettre aux militaires de conserver le pouvoir? Pour cet avocat de Peshawar, l'attitude d'Islamabad est ambiguë. Si l'armée et les forces pakistanaises voulaient vraiment en finir avec le problème taliban, s'ils voulaient vraiment les éliminer, en 6 mois, ils en finiraient. Mais plutôt que de nettoyer tout ça, ils les poussent à sortir de leur sanctuaire. Maintenant, les talibans sont dans toutes les villes. Ils ont atteint Peshawar, ils ont atteint Mardan, Tank, Dera, Adamrel, Banu,
Ils ont atteint Moment des Bajour. Ils sont partout. Après 60 ans d'existence, le Pakistan, le pays des purs, le seul État au monde créé pour une religion, se débat avec l'extrémisme. Les talibans, qui étaient le problème de l'Afghanistan, sont aussi désormais le problème du Pakistan et de toute la région. L'Afghanistan est au cœur d'une région où se joue l'avenir de la paix dans le monde. Pour se conseiller du gouvernement, il faut bien sûr continuer à soutenir l'administration Karzai. Mais il exhorte les alliés à changer d'urgence de stratégie militaire. À mon avis, les forces internationales font fausse route dans la mesure où ils pensent qu'ils sont en train de mener un combat conventionnel. Or, il ne s'agit pas d'un combat conventionnel. Le terrorisme est un ennemi caché. Le terrorisme est un ennemi qui utilise tous les moyens que nous, on ne peut pas se permettre d'utiliser. Les bombes humaines est quelque chose qui est absolument indétectable. Que ce soit à Paris ou à New York ou à Kaboul, une bombe humaine est indétectable. Alors que faut-il faire ? Parce que, par exemple, l'OTAN, et peut-être même la France, envisagent des renforts militaires, plus de troupes. Est-ce que c'est la bonne solution ? Je pense que c'est la pire des solutions qu'on puisse envisager. La guerre en Afghanistan ne peut pas être gagnée avec des soldats étrangers. Pourquoi ? Parce que le terrain n'y est pas propice, parce que leur nombre n'est pas suffisant, parce qu'il y a des écarts culturels. Qu'est-ce que vous diriez par exemple à la France qui doit prendre une décision, qui s'apprête peut-être à renforcer militairement ses effectifs ? Si j'avais un conseil à donner, pas seulement aux Français d'ailleurs, c'est oui à l'aide, mais à l'aide la plus efficace. Donc les renforts militaires, s'il en faut, et là où il en faut, pourquoi pas. Mais ce que je constate, c'est que un soldat français qui vient en Afghanistan, il représente une certaine dépense pour le budget français. Cette dépense permettrait de former à peu près 20 soldats afghans. Donc face à un soldat français sur le sol afghan, donc un territoire qu'il ne connaît pas, dans un contexte culturel difficile, loin du pays, et en face 20 hommes correctement armés, correctement équipés, correctement entraînés, je crois que la comparaison est facile. Le message adressé à la France est clair. Il faut privilégier la formation de l'armée afghane plutôt que d'envoyer des renforts militaires. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, nous allons nous poser d'ici quelques instants sur l'aéroport de Kaboul. Nicolas Sarkozy, premier président français à venir en visite à Kaboul depuis plus de 30 ans, a créé la surprise fin décembre 2007 en annonçant que la France allait renforcer son dispositif en Afghanistan. La France qu'il veut placer en première ligne dans la lutte contre le terrorisme. Il s'agit que l'Afghanistan ne devienne pas un État qui tombe aux mains des terroristes, comme nous l'avons vu avec les talibans. Donc il se joue ici une guerre contre le terrorisme, contre le fanatisme, que nous ne pouvons et que nous ne devons pas perdre. Avec une telle déclaration et après de fortes pressions américaines, il semble probable que les troupes françaises vont être redéployées ou même renforcées, et pourquoi pas vers le sud où se concentrent aujourd'hui la plupart des combats. Jusqu'à présent, elles étaient cantonnées à Kaboul et sa région, notamment dans la formation de l'armée afghane. Alors, quelles sont les raisons de cet engagement ? Quels en sont les risques aussi ? Reportage d'Amaury Guibert et d'Emmanuel Beck.
Ce jour-là, au camp Phénix de Kaboul, les Américains se sont mis au garde à vous pour les Français. Et chacun reçoit, des mains du colonel, une médaille, un signe de gratitude. This coin is only given to those who are actually members of Task Force Phoenix. We really value this coin. Thank you. Des remerciements loin d'être anodins. Gardez-vous! Dans la bataille incertaine que les Américains mènent contre les talibans, toute aide est bonne à prendre. Celle des Français est de plus en plus appréciée. 6 ans et demi après la prise de Kaboul, difficile de croire que la victoire est acquise. Les hélicoptères français volent désormais avec de chaque côté des tireurs aux aguets. On les appelle des gunners, un poste spécialement créé pour l'Afghanistan. Car les appareils français sont devenus des cibles comme les autres, les cibles d'un ennemi que l'on cherche plus qu'on ne le trouve. Sur les routes, la même tension. Des grands signes pour éloigner les véhicules. Il faut créer une bulle de sécurité autour du convoi. Être prêt aussi à faire feu. Se dire qu'à chaque instant, l'attentat suicide est un risque. Les risques du métier et une sombre réalité. Ces images de cercueil, des images rares que la communication militaire rechigne à montrer. Une guerre est pourtant en marche et des soldats meurent. Depuis 2001, 13 militaires français ont été tués en Afghanistan. Sur le papier, leur mission est simple. Sécuriser la région de Kaboul. Ce jour-là, les Français sont les invités d'honneur. À la préfecture de Karaba, au nord de Kaboul, se tient la Choura, l'assemblée hebdomadaire de tous les chefs de village de la région. Dans une petite pièce à peine chauffée, 2 heures de débats enflammés. Et au milieu, des Français un peu perdus. Ils sauront plus tard que l'objet de ce courroux est un problème de terrain. À défaut de tout comprendre, les Français doivent faire acte de présence ou en profiter comme aujourd'hui pour présenter la relève. Je vous remercie beaucoup pour votre accueil. Les sergents qui se trouvent derrière vous, donc c'est à eux que vous aurez affaire. S'il y a des infos à donner, c'est à eux que vous les donnerez. Et ils passeront dans tous les villages. N'hésitez pas à les arrêter sur les pistes s'il y a des problèmes. La présence des Français et des autres forces étrangères en Afghanistan, c'est très important. C'est une vraie nécessité. On sent que s'ils n'étaient pas là, ce serait de nouveau la guerre civile. Un discours accueillant, peu surprenant. Dans ce secteur à majorité tadjik, les Français sont appréciés. On est dans les bonnes zones là, par rapport à la Une bonne zone, effectivement. Jusqu'ici, les 1600 militaires français ont œuvré dans un secteur plutôt calme par rapport à d'autres contingents étrangers engagés dans le sud, où les combats font rage. 60 000 soldats en tout, qui n'ont pourtant pas vocation à rester éternellement en Afghanistan. Alors l'avenir du pays se joue en partie ici, avec eux. Les jeunes recrues d'une armée en reconstruction. Pour les forces de la coalition et la France, c'est la priorité des années à venir. Il faut former 80 000 soldats afghans. Il y en a à peine la moitié aujourd'hui. Pas de temps à perdre donc, il faut faire très vite. Vous avez vu 50 minutes pour prendre l'ordre. Dans la réalité, pas plus d'une demi-heure. Apprendre à passer un ordre, donner des rudiments de tactique. Comme ce capitaine, 36 instructeurs français sont au chevet de l'armée afghane. Ici, c'est une section de jeunes cadets, des futurs lieutenants, formés en 6 mois seulement. En France, cela prendrait 3 ans. Forbidden ? Ok, il est 4h moins 10. On se retrouve dans 10 minutes, ici, à 4h. Les cours sont donc intensifs. Il y a encore 2 mois à peine,
la plupart d'entre eux ne connaissaient rien à la vie militaire. Bonjour. Vous pensez qu'ils ont retenu quel pourcentage de tout ce que vous leur avez dit là sur ce cours? Ça, je vais dire, ça dépend des élèves. Certains cadets, à mon avis, ont retenu l'essentiel, 80%, 90%. Je dirais que la moitié ont retenu 30 à 40%. Quelles sont réellement les motivations de ces jeunes qui viennent s'engager? Combattre les talibans ou empocher une solde de 47 € par mois? L'armée nationale afghane veut se croire une, indivisible. Mais est-ce possible dans ce pays aux 19 ethnies? Au garde à vous, une section de capitaines. Il y a là des Pashtuns, des Tadjiks, des Ouzbeks, des Hazaras, un patchwork qui ressemble à un problème quasi insoluble pour les instructeurs français. Il y a de la route, hein. Il y a encore du chemin à faire. Il y a encore du chemin à faire. On n'est pas arrivé. Bon, on ne changera pas la culture, mais on pourra au moins leur donner les outils pour progresser sur le terrain. L'urgence de leur mission se heurte à un adage que les Afghans leur répètent souvent. Vous avez une montre, nous on a le temps. Ça veut dire que calquer le schéma, tenir un horaire avec eux, vouloir injecter toute notre façon de faire, notre façon de travailler d'une façon très rapide, ne correspond pas à leur rythme d'apprentissage, de travail, de leur vie quotidienne. Tous ont déjà fait le coup de feu, contre ou avec les soviétiques, derrière un chef de guerre ou aux côtés des talibans. Aujourd'hui, ils sont dans l'armée afghane, formés par les Français, et c'est peut-être en pure perte. Un soldat sur 3 déserte. Tout le monde ne rejoint pas le côté taliban, loin de là, contrairement à ce qu'on en dit. Mais il faut bien prendre en compte que ces gens-là peuvent venir par vocation, pour défendre leur pays, peuvent venir aussi pour le souci de nourrir leur famille, parce qu'ils ont un salaire. Donc il y a un certain nombre de choses à prendre en compte, il y a un certain nombre de risques. Mais si on veut former une armée afghane, il faut bien accepter ce risque. Les soldats de la coalition le savent, ils n'y arriveront pas seuls. Dans la tempête afghane, la solution est pour eux très claire, il faut passer le témoin au plus vite. Au quotidien, ils tentent déjà de le faire. C'est le but de ces patrouilles communes avec les soldats afghans. Si l'équipement est plutôt de bonne qualité, les difficultés sont d'abord humaines. Se faire comprendre, par exemple. Il n'a pas compris, ça c'est groupe de patrouille. Oui, j'y viens. Évite d'attendre, j'y arrive. Il faut aller dans le détail, il faut prendre son temps, parce que sinon ils font un peu tout de travers parfois. Parfois, le chef de section afghan manque d'égarer son arme. Une dernière péripétie avant le départ de la patrouille. Et après quelques minutes, déjà les premiers flottements. Remettez-vous en place, en position zigzag. Ça le fera jusqu'au bout ou pas? Tant bien que mal, la colonne poursuit sa route. Les Français toujours en retrait. Arrivé dans le village, le chef de section tente d'organiser son dispositif, avec beaucoup d'efforts à la clé. Comment ça je lui dis au niveau tactique, c'est pas tellement la question. Ce qu'il faut, c'est qu'ils commandent d'abord des chefs de groupe. Mais commander pour les Français, cela devient des palabres pour les Afghans. Bon, tout à l'heure, j'ai donné des ordres, mais le Français m'a dit que c'est à vous, les chefs de groupe, d'organiser tout ça. Donc on part dans la même direction? Oui, dans la même direction. Mais c'est quoi le mieux, seul ou 2 par 2? 1 ou 2, c'est pas un problème. Seul, c'est mieux, non? Je pense qu'ils sont très volontaires, mais dans tout ce qui est organisation, section, on doit être encore là pour les aider. À peu près combien de temps? C'est une affaire de mois, d'années ou c'est impossible à évaluer? C'est pas
C'est pas impossible à évaluer, je pense qu'il leur faut quand même, c'est plus en années que ça se comptera qu'en mois. On peut se débrouiller seul, mais c'est mieux si vous restez. Rester en Afghanistan et se retrouver les deux pieds dans le bourbier. Sur le champ de bataille, la coalition continue de compter ses victimes. 670 morts depuis 2001, c'est la guerre au quotidien. Mais pour les Américains comme pour les Français, il n'y a guère de choix. Il faut aller au front, soutenir à bout de bras l'armée afghane. On est sur la route principale de Jarez. Il y a un humeur qui vient de faire demi-tour. Au sud de Kaboul, des petits groupes de Français sont en immersion dans des bataillons afghans. Une mine vient d'exploser sur la route. Immédiatement, les Français sécurisent le périmètre et doivent surtout rassurer les Afghans qui ne veulent pas remonter dans les véhicules. Nous, on y va, mais à pied. Sinon, on reste là. Ma mission, c'est de rester avec l'armée afghane. Donc, je resterai avec eux. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller à pied. Mais il faut qu'on y aille maintenant. Finalement, la colonne se remet en marche au rythme afghan. Attention. Ok, ça cartonne. Des coups de feu. Au sol. Un début de riposte. Des talibans sont en embuscade. Dans les bois à coups de mortier, aux fusils mitrailleurs, le combat est ouvert. Les Français sont à la manœuvre. En face des talibans invisibles, mais qui sont finalement mis en fuite. Les soldats afghans peuvent triompher. Nous allons faire disparaître les talibans, c'est ça notre mission. Nous les aurons. Notre armée, elle est forte et puissante. Une belle motivation qui résiste rarement à la réalité du terrain. Sans les grands moyens de la coalition, l'armée afghane aurait sans doute déjà perdu le combat. Ça y est. Un détour par Kandahar dans le sud du pays suffit pour s'en rendre compte. Des dizaines d'hélicoptères, des avions en tout genre, des chasseurs de combat, des drones aussi, un balai incessant. Sur cette base de 12 000 personnes, on trouve une petite délégation tricolore. En septembre 2007, la France y a positionné 6 Mirages et ils ne sont pas là pour faire de la figuration. Sur le chariot, 2 bombes, 250 kilos chacune. S'il fallait une preuve que la France est en guerre, la voici. Dans une petite salle, 2 pilotes et un navigateur réunis pour un briefing quotidien. Ils vont appuyer des troupes au sol. Je demanderai niveau 195 et 185 et puis tu restes 1000 pieds en dessous. D'accord ? Entendre des gens au sol qui peuvent être paniqués, entendre les armes qui font feu derrière en bruit de fond par rapport à la radio, ça peut amener une situation de stress. Après, c'est notre travail de garder, on est 2 dans l'avion, on est 2 dans la patrouille, toujours pour avoir un petit peu de recul, pour essayer de les garder calmes et sang-froid pour leur proposer la meilleure aide possible. Du sang-froid et beaucoup de cérémonial avant chaque départ. L'extrême concentration des pilotes, les bombes sous l'avion, la vigilance des mécaniciens. Mais derrière les images, il y a une réalité bien plus terre à terre. Ce jour-là, la mission durera plus longtemps que prévu. 4h30 dans le ciel afghan et au retour, une bombe en moins sous le Mirage 2000. Les 2 avions ont aussi tiré au canon. Les pilotes ont dû venir en aide à des troupes de la coalition prises à partie par des talibans. Sur le nez de l'avion, les mécaniciens dessineront une bombe, une de plus. Le signe le plus tangible de l'engagement français, car la guerre qui est menée est une guerre cachée. Aucune image, aucun détail sur cette mission. C'est la première que je fais aussi dense aujourd'hui.
Donc non, on ne les fait pas tous les jours comme ça, heureusement d'ailleurs, parce que sinon ce serait pas aussi sympa pour eux, je pense, au sol, en permanence. Et demain, il retournera en mission. La France est bien en première ligne. Elle a sans doute mis le doigt dans un engrenage. Les soldats français, l'armée française, sur ordre de cette politique, acceptent le risque du combat. Et donc, j'allais dire d'une certaine manière, nous avons été lavés de la tâche infamante de ceux qui se cacheraient à Kaboul. Sur le champ de bataille, la France est aux côtés de 39 pays. Une tour de Babel, dont voici l'un des quartiers généraux. Il y a des signes qui ne trompent pas. Le centre de commandement est bien celui d'une armée en campagne. En raison de la présence de la caméra, les écrans ont été éteints. Des draps bleus recouvrent les cartes accrochées au mur. Tout est classifié secret défense. C'est ici que se mène une partie de la bataille anti-taliban. Mais ces grands moyens suffiront-ils à gagner ? En tant que responsable de la planification, le général Lafontaine s'est penché sur le problème. Et son constat est plutôt pessimiste. Je ne vous cache pas qu'effectivement, les résultats, sans qu'on puisse en parler de manière ouverte, montrent qu'effectivement, il y a un déficit capacitaire important si on veut pouvoir traiter le problème sécuritaire de l'Afghanistan dans des délais rapides. Un déficit capacitaire. En clair, il n'y a pas assez de soldats sur le terrain. Près de Kaboul, le cimetière de chars soviétiques semble d'ailleurs narguer l'avenir. Au temps de leur occupation, les Russes avaient estimé qu'une armée de 350 000 hommes était tout juste suffisante pour contrôler le pays. À 60 000 à peine, les troupes de la coalition et la France sont encore très loin du compte. Qu'a donc à gagner la France dans cette guerre ? Y a-t-il un risque d'enlisement dans ce pays farouche, réfractaire aux soldats étrangers ? Ces questions, nous les avons posées à Régis Coetchet, ambassadeur de France à Kaboul. Alors, compte tenu de cette difficulté, vous, en tant que représentant de la France, il n'y a aucun regret à avoir dans l'engagement de la France. Vous avez le sentiment que ça sert à quelque chose pour nos téléspectateurs qui nous regardent et qui parfois se demandent ce que la France fait en Afghanistan. C'est loin l'Afghanistan. J'en suis convaincu. Alors là, vraiment, j'en suis convaincu et pour toute une série de raisons. Vous savez, il y a l'écrivain suisse Nicolas Bouvier qui dit quand le voyageur arrive à Kaboul par le sud, il se flatte d'être arrivé au bout du monde. En fait, il en est au centre. Et je crois que nous devons, les uns et les autres, avoir conscience de cette centralité, non seulement géographique de l'Afghanistan, mais également de la centralité de toute une série d'enjeux qui se posent ici, non seulement pour la sécurité de la région, mais beaucoup plus largement pour la sécurité du monde. Une partie de la sécurité du monde se joue ici, et c'est ce que le président de la République a rappelé quand il est venu. Et dans cette responsabilité-là, le gouvernement afghan, vous n'en parlez pas, est-ce qu'il fait bien son travail ? C'est pas ce qu'on entend, là, non plus. Non, je crois que le gouvernement afghan fait son travail. C'est difficile. Lui-même, donc, on a mis en place, des institutions existent, mais encore une fois, il faut partir de loin, avec des moyens qui ne sont pas considérables, s'agissant du budget national, s'agissant de la ressource humaine. Il faut faire ce que l'on appelle cette state building, c'est-à-dire construire en quelque sorte une fonction publique, construire une gouvernance. C'est un pays qui, je l'ai dit, n'a jamais eu un État très fort. Et donc, cette gouvernance, elle est vraiment, je dirais, à construire de tout en bas. Il faut du temps. Je pense que l'une des leçons également de l'Afghanistan, c'est le facteur temps. Il y a des temps incompressibles. Vous pouvez construire une école en quelques mois. Nous le faisons. Mais vous ne pouvez pas former un professeur en quelques mois. Il y a donc des temps incompressibles. Et ce qui est vrai pour un professeur l'est encore plus pour un juge. Donc, je crois que nous devons prendre conscience de tout ça. Mais c'est pas une raison pour ne rien faire, au contraire. Quand je vois aujourd'hui, et ça fait maintenant 2 ans et demi que je suis là, quand je vois des petites filles qui vont à l'école,
tous les jours, je ne vous cache pas que quelque part, je ressens encore une immense joie. Et je veux absolument que cette image puisse perdurer. Aller un peu plus loin, faut-il mourir pour Kaboul ? Je crois que... Quand on est français ? Vous savez, pour un ambassadeur, depuis que je suis ici, malheureusement, j'ai accompagné un certain nombre de compatriotes dans leur dernier voyage. Ce sont des moments très durs. Et je voudrais simplement rappeler, quand j'ai présenté mes lettres de créance, c'était quelques jours après les élections parlementaires, en septembre 2005. L'un de nos soldats est mort dans la nuit qui a précédé les élections parlementaires. Et le président Karzai m'a dit, vous savez, pour moi, après avoir présenté ses condoléances à notre pays, il m'a dit, pour moi, je vois là comme une sorte de message entre France, Afghanistan, démocratie. Donc, ça vaut la peine. Donc ça vaut la peine. Rester en Afghanistan. Y rester même sans doute encore des années. C'est le scénario probable qui se dessine pour la France et ses alliés. Avec un risque, s'embourber dans un conflit sans fin. Apparaître comme une force d'occupation et au final, favoriser le retour des extrémistes, des talibans, soutenus par une population exaspérée par les lenteurs de la reconstruction. C'est la fin de l'émission, merci de l'avoir suivi. Si vous voulez plus d'informations ou nous faire part de vos réactions, rendez-vous sur le site france2.fr. À très bientôt, très bonne soirée. Petite fille afghane, de l'autre côté de la terre, jamais entendu parler de Manhattan. Mon quotidien c'est la misère et la guerre. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. À 747, c'est explosé dans mes fenêtres.